Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cédric Révolon. Cédric, bonjour. Bonjour. Si tu es là pour ce nouvel épisode de ce podcast, c'est pour nous parler de ton parcours de comédien. Alors tout d'abord, à quel âge et comment as-tu découvert le théâtre ? J'ai découvert le théâtre en tant que spectateur déjà quand j'étais petit, quand j'allais voir des spectacles, mais là j'ai commencé à faire du théâtre en atelier théâtre au lycée, et c'est ma grande sœur Muriel qui faisait du théâtre à la faculté qui m'a dit: écoute Cédric, tu devrais aller voir là-bas, je pense que ça devrait t'intéresser. Donc je suis allé voir cet atelier. J'ai commencé par faire de la commedia dell'arte, et puis voilà, j'ai été mordu, donc j'ai continué après en seconde, en première, en terminale. Ensuite j'ai voulu être prof d'espagnol, et puis quand je suis arrivé à la fac, le bureau d'espagnol était dans le bureau d'inscription de celui du théâtre, d'art du spectacle, donc aux grandes dames de mes parents, je ne serai pas professeur d'espagnol, mais je serai comédien. Et après la licence art du spectacle, tu as fait une autre formation ou direct tu as joué ? Non, j'ai pas fait d'autres formations. Moi j'ai passé les concours des grandes écoles où j'ai été très souvent au dernier tour de ces écoles. J'ai fait des stages professionnels beaucoup, entre autres avec Daniel Benoît, Ariane Mouchkine. Et quand je suis monté sur Paris, j'avais une compagnie aussi professionnelle dans le sud de la France. Je devais monter un Boto-Strauss, Le Temps et la Chambre, au Théâtre National de Nice. Et il y avait les auditions pour rentrer au Théâtre du Soleil que j'ai passées, que j'ai eues. Donc je suis allé faire le stage du Théâtre du Soleil. Et quand j'ai été sur Paris, je me suis dit, si je ne m'installe pas maintenant sur Paris, je ne m'installerai jamais. Donc j'ai appelé ma compagnie, j'ai dit, est-ce que quelqu'un veut récupérer cette mise en scène ? Quelqu'un a pris le relais dans ma compagnie, et puis moi j'ai pris mes clics et mes claques et je suis monté à la capitale. Pour revenir un peu sur la fac d'art de spectacle à Nice que tu as faite, qu'est-ce qui t'a attiré dans la formation ? J'y suis allé un peu à tâtons. Moi j'étais un passionné de théâtre, du coup, mais je trouvais que la première année elle tapait un peu à tous les râteliers. On faisait de l'histoire de la danse, donc c'était assez généraliste, c'était un tronc commun plutôt. Et ça m'a lassé assez vite parce qu'il y avait énormément de théorie et peu de pratique en termes de ratio. Donc moi je faisais des choses à côté. Je travaillais dans une compagnie de copains qu'on avait montée qui s'appelait la compagnie Actes Libre. On faisait du théâtre politique et militant, et on avait monté un Don Juan de Brecht. Et donc on commençait à travailler comme ça. Donc moi ce qui m'a plu en art du spectacle, c'était plutôt les rencontres que j'y ai faites, quoi. Et le fait qu'on ait mis notre énergie à travailler dans des projets pro et d'aller jouer sur scène. J'avais envie de jouer, j'avais pas forcément envie d'apprendre trop de théorie. D'accord, mais est-ce que tu penses... Donc toi, il y avait trop de théorie dans ta formation, mais est-ce que tu penses que c'est quand même nécessaire d'avoir de la théorie avant de se lancer dans le milieu du théâtre, tout ça, de se renseigner un peu sur les techniques ? Je pense que c'est nécessaire d'avoir de la théorie en général, mais je pense qu'il y a des moments où cette théorie, elle arrive soit un peu trop tôt. Si on vous assène, il y a des livres qu'il faut avoir lu, La formation de l'acteur de Stanislavski, il y a comme ça des bibles de l'acteur qui sont intéressantes à connaître en début de parcours. Après, la biomécanique de Meyerhold, si vous la lisez en début de parcours, je pense que peut-être, déjà vous allez en comprendre la moitié et vous n'avez pas du tout envie de faire du théâtre derrière. Par contre, quand vous pratiquez le théâtre, vous comprenez le langage de Meyerhold parce que vous l'avez éprouvé aussi dans votre corps et vous vous dites « Ah, c'est de ça dont il parle ». Mais voilà, il y a des ouvrages qui arrivent parfois un peu tôt dans la théorie et qu'il faut se garder sous le coude pour plus tard. Mais oui, il faut de la théorie, bien sûr. Et de toute façon, quand on est acteur, il faut tout. C'est-à-dire tout ce que vous êtes capable d'apprendre dans la vie en règle générale, en art plastique, en peinture, en culture, en danse, en chant, en musique, je sais pas, les petits boulots d'été que vous allez faire en service, de travailler comme vendeur, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre à profit dans votre jeu. Parce que vous allez travailler ensuite sur du détail, on va vous demander de jouer un serveur, une serveuse, un fleuriste. Donc tant mieux pour vous si vous savez déjà faire un bouquet de fleurs, quoi. Voilà, donc tout ça c'est utile. L'avantage des acteurs et des actrices, c'est que tout ce qu'ils apprennent dans leur vie peuvent leur être utile à un moment ou à un autre.
C'est un métier d'expérience et c'est un métier de curiosité. C'est évidemment un métier de passion et c'est un métier de rencontre aussi. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait des stages professionnels, notamment avec Mouchkine. Comment tu as eu ce stage? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Les stages avec Ariane Mouchkine, il suffit d'envoyer une lettre au Théâtre du Soleil où vous dites que vous voulez faire un stage avec Ariane et quand elle prépare un stage, elle vous contacte et elle vous invite à venir passer les auditions. Donc vous passez les auditions, elle va prendre un nombre de candidats. Je sais que nous on était 400, 150 qui avaient le droit d'aller sur le plateau et 250 auditeurs libres, c'est-à-dire qui étaient dans le public et qui avaient le droit d'assister au stage mais sans y participer. Et au fur et à mesure du stage, c'est en règle générale quand elle va faire une création derrière, mais il ne faut absolument pas le prendre comme un stage audition, c'est ce qu'elle dit. Voilà, petit à petit elle écrème, elle va garder des gens en fonction de vos envies aussi. Moi je sais qu'au bout de 2 semaines de stage, j'ai plus envie de continuer, je débarquais sur Paris, je trouvais que c'était quelque chose d'un peu difficile pour moi humainement, je pense que j'avais pas encore les épaules pour pouvoir traverser ça, mais en tout cas j'ai beaucoup appris pendant ces 2 semaines. Et elle disait quelque chose de très fort, j'avais trouvé pendant le stage, elle disait ne soyez pas avare au théâtre. Avare, c'est-à-dire quand vous sentez que quelque chose ne marche pas, n'essayez pas de le garder comme ça, comme un trésor précieux. Parfois, il faut le laisser passer ou laisser un copain ou une copine sur le plateau continuer l'improvisation et nourrir l'improvisation. Donc, il faut savoir quitter les planches à un moment quand la chose ne marche pas. Et au bout de ces 2 semaines de stage, je me suis dit de ne pas être avare et que c'était le moment que je quitte ces planches-là et que j'aille un peu voir s'il y avait de la lumière ailleurs. Alors en 2004, tu as monté ta compagnie Paname Pilotis. Alors, c'est une compagnie qui a 3 axes principaux, on a pu comprendre, la création de spectacles, de la pédagogie et de l'action culturelle. Euh, Qu'est-ce qui est à l'origine de cette compagnie, de cette création? Qu'est-ce que tu voulais instaurer? Parce que c'est assez complet comme compagnie. Avoir sa compagnie, c'est avoir une certaine autonomie dans son travail aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un patron, on a la possibilité d'aller chercher de l'argent, on a la possibilité de monter ses propres créations, on a la possibilité de travailler avec les gens qu'on aime et avec les gens avec lesquels on veut travailler. Nous, on a monté cette compagnie à 3, Jason Ducas qui est l'administrateur et qui s'occupe de la production, et Anaël Guez, mon ami et partenaire de scène, et moi-même. On crée des spectacles, on a créé du Rue Zante, on a créé un Lagarce, on a monté du jeune public. Là, j'ai un jeune public qui s'appelle Les Yeux Taquis, qui est un spectacle de marionnettes qui a été nommé au Molière en 2020. On a également La Brigade Anti-Gaspi, qui est un spectacle qui est davantage éducatif et un spectacle de prévention sur le gaspillage alimentaire. Voilà, on n'a pas envie d'être une compagnie qui est figée dans une boîte. Souvent, on dit aux compagnies théâtrales, mais quelle est votre spécificité? Alors, si vous faites du masque, vous allez faire du masque. Si vous êtes une compagnie théâtre chorégraphique, vous allez faire du théâtre dansé. Si vous êtes une compagnie qui fait je sais pas, du théâtre interactif ou du théâtre d'entreprise, vous allez faire que ça. Nous, en fait, on a envie de faire tous les théâtres qui existent et on va au gré de nos envies, au gré de nos formations aussi. On peut aller se former ailleurs et on revient au sein de la compagnie et on transmet notre savoir aux gens qui font partie de cette compagnie-là. Et ça a été mon cas par exemple pour la marionnette. Moi je suis tombé amoureux de la marionnette en faisant un stage, je suis tombé amoureux de la marionnette en travaillant avec une autre compagnie. Et quand je suis revenu et que j'ai voulu monter ce spectacle sur ce petit garçon inuit, qui est un conte traditionnel inuit, j'ai voulu travailler avec les gens de ma compagnie qui n'étaient pas du tout marionnettistes à la base et de transmettre le savoir que j'avais potentiellement acquis, parce qu'on n'est jamais sûr qu'on a... Et puis c'est le travail d'une vie, hein, le travail d'un marionnettiste, c'est comme le travail du masque ou le travail d'acteur, on apprend tout le temps. Mais voilà, oui, ces 3 axes, ils existent. On fait de l'action culturelle qui est en relation avec nos spectacles. On fait de la prévention et de l'éducation parce qu'on a des spectacles qui ont des thématiques comme le gaspillage alimentaire, comme l'éco-durabilité, comme la traçabilité alimentaire, qui sont des choses
pourraient ne pas faire partie du monde du théâtre. Et on a des spectacles de théâtre que je dirais classique ou contemporain, comme par exemple Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Voilà. Mais c'est très bien de traverser tous ces univers-là et qui parfois, ensemble, nourriront probablement un prochain univers qui rassemblera peut-être ces trois formes d'une manière ou d'une autre, on n'en sait rien. Voilà. Tu parlais du spectacle Les Yeux de Taki, qui est donc un spectacle avec de la marionnette, qui s'est joué d'ailleurs le 12 et le 14 octobre, et qui se jouera le 4 février à Meudon-la-Forêt, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce spectacle? Comment il s'est construit? Alors moi, depuis que je suis petit, j'adore la nature, j'adore les peuples qui sont issus de cette nature-là, c'est-à-dire les Inuits, les peuples d'Amazonie. C'est des gens qui sont très proches de la terre dans laquelle ils vivent. Et les Inuits, ça a toujours été un peuple qui m'a fasciné parce que l'endroit où ils vivent est extrêmement rude et pourtant il y a des enfants qui jouent dans la neige comme chez nous, sauf qu'ils ont d'autres approches du monde. Et il y a une grosse tradition orale chez les Inuits de contes où ils apprennent un peu le monde. Il y a beaucoup de contes cosmogoniques qui expliquent la création de l'univers. Et il y a un conte qui s'appelle le conte de l'enfant aveugle ou l'enfant lune, qui est la création du monde, dans le conte qu'on ne raconte pas, mais le petit garçon deviendra le soleil, le petit garçon deviendra la lune et la fille, sa sœur deviendra le soleil, et pour qu'ils ne se rencontrent plus jamais, parce que dans la deuxième partie du conte, il y a toujours, dans ces contes cosmogoniques, une histoire d'inceste à un moment. Et la première partie du conte, de la quête initiatique de ce petit garçon aveugle, me fascinait, donc on s'est vu avec un auteur, Frédéric Chevaux. J'ai construit la dramaturgie en scène de ce conte. J'ai donné cette dramaturgie à Frédéric Chevaux en lui disant moi ce que j'imaginais sur le spectacle. Et il m'a livré une première version du texte qu'on a travaillé avec les comédiennes au plateau et on a travaillé la manipulation sur des marionnettes de type Muraku qui font 80-90 cm de haut et qui sont des marionnettes qui sont manipulées par les membres des acteurs. C'est-à-dire elles n'ont pas forcément de prise aux mains, de prise aux pieds, de fil, de tringles. C'est vraiment la main de l'acteur ou de l'actrice, parce que c'est que des femmes qui jouent sur ce spectacle, qui tiennent les mains des marionnettes, la tête, le dos des marionnettes. Donc on voit les actrices derrière. Et voilà, ce spectacle, il s'est monté comme ça, de façon extrêmement laborieuse, parce que la marionnette, c'est très laborieux. C'est vraiment du séquençage, on est obligé de tout décortiquer, le moindre mouvement, la manière dont on bouge, ce qu'on fait quand on est acteur avec nos corps dans la vie de tous les jours, comme prendre une tasse par exemple. Quand c'est une marionnette qui doit le faire, on doit réfléchir à comment elle va prendre la tasse. Alors que nous, dans la vie, on ne réfléchit pas. C'est pour ça que la marionnette, je conseillerais à tous les acteurs d'en faire, parce que c'est extrêmement enrichissant, et c'est un gros apprentissage de notre instrument qui est le corps. Et quand on revient sur le plateau sans marionnette, après, on se dit qu'on est quand même des êtres libres. Et ça, c'est très agréable quand on est acteur. Et puis le positionnement aussi, d'être derrière la marionnette, de devoir servir quelque chose qui n'est pas soi, mais de devoir y mettre la même intensité et la même croyance que si c'était soi. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et puis une marionnette, il faut lui donner de la vie. Il faut... Je ne me rappelle plus, je crois que c'est les gens qui ont monté War Horses, qui est le Handspring Theater, qui disait ça, qui disait un acteur il doit mourir en scène, c'est-à-dire que l'interprète doit mourir au profit du personnage. Et dans les marionnettes, en fait, la marionnette elle fait tout pour exister. C'est la différence qui existe entre la marionnette et les acteurs. Voilà. Dans la continuité du théâtre jeunesse, tu joues dans le livre de la jungle de Kipling, au Théâtre des Variétés jusqu'en fin décembre. Comment es-tu arrivé sur ce projet? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, sur ce projet, j'ai passé une audition. Je connaissais la production qui montait ce spectacle et le metteur en scène qui montait ce spectacle, puisque j'avais déjà travaillé avec eux. Et c'est un spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre de Paris jusqu'au début janvier. C'est une comédie musicale aussi. Oui. Voilà. C'est d'autres aspects du théâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, moi, je ne suis pas chanteur de formation, mais c'était bien que je puisse chanter et que j'ai l'oreille et que j'ai fait un peu de musique et que j'ai fait un peu de chant à côté
pour avoir cette corde en plus à mon arc, quand il y a eu l'audition à passer, on m'a effectivement fait passer une audition de chant. Le spectacle Arletty sur lequel j'ai été est un spectacle chanté aussi, sur lequel je suis encore, puisque c'est pas encore terminé. En parlant d'Arletty, justement, pour préciser, c'est un spectacle musical qui a été primé aux Molières et qui part en tournée actuellement. Tu as rejoint la distribution en 2018. Comment tu as vécu l'expérience? Comment tu vis l'expérience de la tournée actuellement? Ah bah, la tournée, on a fait une grosse tournée l'année dernière où on avait beaucoup de dates. Et cette année, on a fini de jouer une exploitation qu'on avait à Paris fin mai. Là, on a repris la tournée hier et il nous reste 5 dates de tournée. Donc le spectacle sera, je pense, terminé fin novembre ou mi-décembre. Comment je vis la tournée? Bah, c'est super. C'est des copains, hein, les gens qui jouent avec moi. Donc c'est la colonie de vacances, quoi. On se marre dans les trains, on se marre dans les hôtels, on se marre au restaurant. Puis quand on joue, on s'éclate ensemble. Donc c'est super. Voilà. Alors, tu joues aussi dans L'école de la vie, qui est une série sur France 2. La première saison est sortie en 2021, tu jouais dedans. Là, tu tournes pour la saison 2. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à la caméra, notamment là pour une série? Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma? C'est pas la même approche de jeu du tout. Il faut être beaucoup plus proche de soi, de ce que je comprends pour le moment, parce que moi je viens plus du théâtre à la base où l'énergie est importante, la composition, la construction est importante, le porté de voix est important. Là j'ai l'impression que tout, on vient chercher tout, on vient chercher l'image, on vient chercher le son, donc ça sert à rien de l'envoyer très fort. En règle générale, la caméra prend les choses et le micro prend les choses, donc on peut se permettre de parler bas. Non, c'est intéressant, c'est vraiment un autre métier. J'ai l'impression que c'est tout petit, ça enlève pas de l'intensité, ça enlève pas le plaisir de jouer. C'est le même travail tout en étant différent. J'ai l'impression que c'est plus en termes de potard, c'est-à-dire que parfois au théâtre, je dirais qu'on met la lumière à bloc, et puis à la caméra, on baisse le curseur, mais c'est pas pour ça qu'on en baisse l'intériorité. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est bon. Ce qui est impressionnant à la télé et au cinéma, c'est que vous n'êtes pas dans une intimité, vous n'avez pas véritablement le temps de copiner avec tout le monde. Il y a tellement de gens, tellement de monde. Au théâtre, c'est une histoire de famille. Vous répétez ensemble pendant 3, 4, 6 semaines. Les liens se tissent. Il y a de l'affect, de l'émotion entre les gens. Après, c'est difficile de se quitter quand vous montez un projet théâtre. J'ai l'impression qu'à la télé, au cinéma, il faut réussir à créer cette proximité très rapidement. Donc... et très rapidement sans en avoir véritablement le temps. Bon, là, on va changer de sujet totalement pour que tu nous donnes un peu tes conseils et que tu donnes à ceux qui nous écoutent des conseils pour ceux qui veulent devenir comédiens. Notamment, du coup, tu parlais de la construction d'une compagnie, comme quoi c'est mieux parce qu'on n'a pas de patron, parce qu'on peut demander de l'argent. Comment ça se passe, la construction d'une compagnie? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as appris sur le tas Alors tout ce qui est administratif, moi dans la compagnie, je ne m'en occupe pas. Donc déjà, il faut s'entourer des bonnes personnes et que chacun puisse avoir ses propres compétences dans cette compagnie. C'est toujours l'humain qui pose problème de toute façon, c'est toujours les relations humaines qui posent problème. Donc il faut arriver à poser les choses de façon très claire et très limpide, et de laisser à chacun l'espace de ses compétences. Après, oui, monter une compagnie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Il faut arriver à trouver de l'argent, il faut monter des spectacles, arriver à les produire, arriver à les faire voir. Cependant, quand on y parvient, c'est une grande gratification et une grande fierté. Oui, moi je pense que c'est bien de monter une compagnie. Je pense que c'est bien d'avoir une compagnie, même au départ, même une compagnie qui tourne pas trop, d'avoir cet outil-là. Il est important parce que de toute façon, vous aurez besoin de cet outil-là à un moment pour demander des subventions, pour vous aider à la création de vos spectacles.
Donc c'est pas inutile d'avoir cet outil-là. Mais après, oui, on apprend sur le tas, ça se fait petit à petit, puis vous allez côtoyer des gens qui l'ont déjà fait, donc il y a des gens qui ont plus d'expérience que vous, qui vont pouvoir vous donner des conseils, répondre à vos questions. Les organismes qui gèrent aussi tout ça administrativement sont là pour répondre à vos questionnements. Donc oui, ça s'apprend petit à petit. Donc plus on apprend tôt, mieux c'est. Merci. D'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir comédien ou comédienne ? La curiosité, d'avoir un bon relationnel avec les gens et la pugnacité. Ouais. Il faut avoir parfois la dent dure. C'est-à-dire, il faut aller au théâtre, il faut aller voir des pièces, il faut aller rencontrer des gens, il faut faire. Il faut faire. Alors parfois on n'a pas envie de faire et parfois on ne fait pas, hein, mais il faut faire. Faut se jeter dans l'inconnu, quoi. Faut avoir de l'audace aussi. Ouais, de l'audace, et puis je trouve que c'est, voilà, la curiosité elle est importante parce qu'elle va amener à tout. Si vous êtes curieux de la danse, si vous êtes curieux du chant, vous allez probablement le pratiquer, ça va vous apporter des outils à mettre dans votre caisse à outils d'acteur. Si vous êtes curieux d'aller voir des pièces, parce que d'aller voir des comédiens jouer, d'aller voir du spectacle, c'est très important pour apprendre, pas simplement de jouer, mais de voir du théâtre, de voir comment les gens bougent, de voir comment les gens jouent, de voir quelles sont les lumières qui sont utilisées sur un spectacle, la qualité des costumes, d'aller voir des mauvais spectacles, c'est bien aussi. Pour voir ce que... Et c'est pas bien pour aller dire je déteste, j'aime pas. C'est bien d'y aller avec un esprit critique, de savoir les raisons pour lesquelles ça vous a pas plu. Et d'essayer de voir est-ce que vous auriez trouvé les astuces pour faire mieux, de se forger vraiment un œil au théâtre. Donc oui, la curiosité, je pense que c'est une belle qualité pour être actrice ou acteur. Tu parlais tout à l'heure de la formation de l'acteur de Stanislavski. Est-ce que tu te rapproches d'une méthode spécifique, style acteur studio ou... Non, je pense que toutes les méthodes sont bonnes à prendre et toutes les méthodes sont bonnes à acheter. Bah, moi, j'ai fait un truc avec une nana qui s'appelle Nikki Flax et qui nous disait, un truc que j'ai trouvé génial, l'acteur studio Elie Strasberg, par exemple, en gros, il faut avoir vécu un peu ce que vit le personnage pour que vous puissiez l'incarner correctement. Donc en gros, si vous jouez un clochard, il faut que vous alliez 2 semaines à la sortie d'un métro, faire la manche, et puis après... Alors moi, je pense que ça peut être une expérience intéressante pour être acteur. Après, je pense que pour jouer un clochard, on n'a pas forcément besoin d'aller 2 semaines à la sortie d'un métro et de faire la manche, même si ça peut apporter des choses saisissantes, je l'entends. Mais la méthode de Lee Strasberg, en fait, elle nous disait, en fait, si vous êtes une prostituée, héroïnomane, que vous êtes atteinte d'une grave maladie, en gros, vous avez une mine d'or pour exploiter toute la palette des sentiments tragiques et humains. Je pense un peu comme elle, je pense qu'on n'est pas obligé de traverser toutes les tragédies pour pouvoir incarner un personnage. Je pense que si on joue un serial killer, on ne va pas aller se mettre à buter 1 ou 2 personnes pour voir ce que ça fait éventuellement d'être un serial killer. Et donc je trouve que ces méthodes, elles ont vraiment des limites dans mon intellect et dans mon entendement à moi, et je pense que l'imagination reste l'imagination et l'interprétation, parce que interpréter, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une interprétation de la réalité, c'est une figure poétique de ce qui se produit. Le théâtre, on en fait une métaphore de la vie. Si on veut montrer la vie, on fait du cinéma hyper réaliste. Par exemple, le cinéma amène très bien ça, montre très bien ce qui se passe dans le réel. Le théâtre, si on métaphorise pas la réalité, ou si on n'en fait pas une imagerie poétique, je trouve souvent que la théâtralité est un peu absente. D'ailleurs, le langage très courant de la vie réelle et de notre vie contemporaine me pose un problème au théâtre. Moi, j'ai du mal à voir des téléphones portables au théâtre. Quand sur une scène, un personnage sort un téléphone et parle à sa mère, ça m'énerve. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a peut-être d'autres moyens théâtraux que de sortir un téléphone portable. Après, c'est des outils qu'on utilise dans notre vie, donc qui peuvent être utiles, mais ou les anachronismes, ou
y a un mot pour dire ça dont je ne me souviens plus, mais si on commence à être dans une certaine époque et qu'on utilise un mot extrêmement contemporain, ça va me griffer, quoi. Ça va me gêner. Je vais avoir une épine dans le pied, mais ça va, sinon. D'accord. Est-ce que tu conseilles d'entrer en agence aux comédiens débutants ? Ah, bien sûr. Moi, je pense que c'est, en tout cas pour les gens qui veulent faire de l'image, plus vous avez un agent tôt, mieux c'est. C'est beaucoup plus facile d'avoir une carrière d'acteur à la caméra, je pense, quand on est rentré chez un agent entre 14 et 18 ans, que de chercher un agent quand on a 26 ou 30 ans comme moi, parce que vous allez du coup faire beaucoup de théâtre, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que vous allez prendre de mauvais plis en faisant du théâtre pour la caméra, alors que moi je pense que quand on sait beaucoup, quand on fait beaucoup au théâtre ou quand on construit beaucoup, on est tout à fait capable d'enlever pour la caméra. Après, quand on ne sait pas faire, c'est difficile d'y mettre un peu pour la caméra, je trouve. Du peu d'expérience que j'ai à la caméra. Après, oui, je pense que plus on a un agent tôt, plus on a de temps pour se faire connaître. Donc oui, allez dans les agences. Puis vous n'avez pas besoin d'être acteur en plus pour faire du cinéma. Il y a des castings sauvages, il suffit parfois d'avoir une nature, il suffit d'être effronté, il suffit et puis maintenant, enfin, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la jeunesse que j'ai vécue. Alors je suis pas encore un dinosaure, mais à mon époque, il y avait pas, quand j'avais votre âge, Instagram, tout ça, on n'avait pas ce rapport à l'image que vous avez maintenant. Vous êtes tout le temps en train de vous filmer, vous êtes tout le temps en train de faire des posts sur Insta. Je veux dire, vous avez un rapport qui est très sain avec la caméra. Ça vous fait beaucoup moins peur, je pense, que nous, ça pouvait nous effrayer. Donc oui, je conseille. Donc n'hésitez pas à faire des photos de vous et à nous les envoyer au dire de cast, et puis à les envoyer à un agent. Et puis dès que vous faites 2-3 images, vous contactez les agents, et puis voilà. Après, c'est pas parce qu'il y en a un qui vous dit non qu'ils vous diront tous non. Hein. Ouais. Alors, vous pouvez retrouver Nina sur son compte Instagram qui peut vous faire des photos. De très belles photos. Alors, est-ce que tu aurais un conseil ultime pour terminer ce podcast ultime Comme si nos carrières d'acteurs et d'actrices devaient s'arrêter demain. En dépendait. Est-ce que pour finir ce podcast, un conseil ultime pour les apprentis comédiens? Oh, c'est dur ça. Il va falloir balancer une banalité comme ne vous prenez pas au sérieux. Ou non, mais je sais pas, amusez-vous, quoi. C'est un métier, c'est du jeu en fait. Ça doit vous amuser. Si un jour ça vous amuse plus, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire pendant un temps, peut-être. Parfois, c'est-à-dire en fait, on nous a foutu dans le citron qu'on devait choisir un métier et le faire toute notre vie. En fait, je pense qu'on peut changer de métier quand on veut. Et on peut revenir au métier qu'on aimait avant, qu'on a quitté pour un temps parce qu'on l'aimait plus quand on veut. Donc pour éviter de ne plus aimer le métier d'acteur, il faut savoir faire plein de choses à côté. Et tiens, un conseil ultime pour tous les acteurs et les actrices, c'est un conseil de ma grand-mère. Sachez faire quelque chose de vos mains. Parce que c'est un métier précaire, le métier d'acteur. Et si vous trouvez un métier passion de vos mains, de la menuiserie, de la fleuristerie, de la céramique, de la sculpture, vous aurez toujours la possibilité de déjà pouvoir l'utiliser dans votre métier, mais de pouvoir l'utiliser comme roue de secours à un moment pour vous en sortir financièrement et pour pouvoir éviter d'aller travailler dans un endroit dans lequel vous n'avez pas envie d'aller travailler, comme au vestiaire d'une boîte de nuit ou au comptoir d'un bar à tapas. Merci. Nous arrivons donc sur la fin de notre interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Wow. Et sans préparation. Sans préparation en plus. Voilà, vous pouvez retrouver Pause Théâtre tous les dimanches à 10h. Merci d'avoir écouté notre épisode et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux les filles.